À 79 ans, Jean-Claude Monet ne se promène plus très souvent en forêt. Mais aujourd'hui, il le fait pour nous. Il veut nous montrer des milliers de tonnes de déchets industriels stockés au cœur de la nature. Ça, c'est un des bassins. Il y a un autre en dessous qui est encore un peu plus grand. Ce site de 50 hectares éventre la forêt, située sur la commune de Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône. La dernière fois qu'il est venu ici, c'était le 8 avril, un jour de grand vent. J'étais quand même très impressionné de voir ces volutes de poussière absolument énormes. Et ici, ça piquait le visage tellement c'était fort. Donc j'ai fait quelques photos. Ces photos impressionnantes montrent de spectaculaires envolées de poussière. La forêt semble s'embraser. J'en ai pris plein les yeux, quoi. Et au bout de 10 minutes, j'avais les cheveux, la moustache et les sourcils complètement rouges. Les nuages de poussière rouge vont aussi se répandre chez les riverains, à quelques centaines de mètres de là. Bonjour Véronique, ça va? Ça va. Par cette belle journée. Hein? Ça, c'est des photos qu'on a bien fait de garder, parce que pour le futur... 3 mois après ce coup de vent, Olivier Deloum, sa femme et leurs voisins sont encore stupéfaits. Moi, je te montre, regarde, les photos des piscines, là, elles sont là. D'accord. Regarde l'intérieur, je suis en train d'enlever l'intérieur des boues. C'est hallucinant, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ce jour-là, il a retiré des kilos de boue du fond de sa piscine. J'ai jamais vu ça. On a toujours eu des résidus de boue rouge, mais là, franchement, c'était l'apothéose. Une apothéose aux airs d'apocalypse. Voici une photo du quartier prise ce jour-là. Cet épisode spectaculaire, je l'ai découvert dans un reportage qui a circulé sur les réseaux sociaux. Depuis des mois, les riverains se demandent si l'usine d'à côté les empoisonne. Et ils ne sont pas les seuls. Ailleurs en France, j'ai rencontré d'autres victimes de la pollution, et pour elles, ça dure depuis des dizaines d'années. Alors que risquent-elles et que leur répondent les autorités? J'ai aussi voulu savoir qui contrôle ces industries polluantes. Mon enquête commence donc à Bouc-Bel-Air, la ville aux poussières rouges, où ni l'État ni l'industriel ne sont capables de rassurer les habitants. Ça se retrouve dans nos légumes, dans nos fruits qu'on mange. Et quel impact ça a sur nous, ça, ils ne nous le diront pas, quoi. Je suis allé à Lac, où au printemps dernier, une usine a craché dans l'air des rejets toxiques en quantité astronomique. On a été enceintes, nous, sur ce territoire, et on se dit, est-ce qu'il y a des infections pour nos enfants qui sont tout petits? Est-ce que, voilà, on est vraiment très, très inquiets. À Fos-sur-Mer, j'ai rencontré des citoyens engagés qui ont trouvé la solution pour connaître la vérité sur les risques pour leur santé. Je veux que l'État fasse les mêmes analyses que moi j'ai fait sur les mêmes produits. Enfin, au Havre, je suis tombé sur une sidérante affaire de dépollution qui montre que le business des déchets, c'est un peu le Far West. Un patron est accusé d'avoir pris la nature pour une poubelle et mis en danger ses salariés. Si demain on développe des pathologies lourdes avec des cancers du rein, des cancers du sang ou des cancers du foie, je ne pense pas que n'importe quel chèque pourra redonner réparation de ça. À Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône, le site de stockage industriel est situé à quelques centaines de mètres des premières habitations. Les poussières rouges proviennent de ces boues industrielles, étalées sur le site par des bulldozers. On les appelle les boues rouges. Elles sont produites par une usine située à 8 km de là, à Gardanne. L'entreprise Alteo y fabrique de l'alumine. À l'origine, l'alumine est la matière première de l'aluminium métal. On le voit dans ce film promotionnel, l'alumine d'Alteo sert surtout à faire des écrans de téléphone portable ou de la céramique. Elle est fabriquée à partir d'un minerai, la bauxite. Ce sont les résidus industriels de cette production qui
qui sont massivement stockés à Bouc-Bel-Air depuis 2016. Si l'envol de poussière du 8 avril fut exceptionnel par son ampleur, il n'est pas inédit. Regarde les photos que j'ai prises. Même par vent faible, des poussières atterrissent fréquemment chez les riverains, comme Olivier. Regarde. Vous voyez que même s'il n'y a pas beaucoup de vent, le peu de vent qu'il y a, ça vous apporte de la pollution. Alors forcément, les voisins du site industriel s'inquiètent pour leur santé. Regarde la courgette là. Oh là, elle est belle celle-là. Ouais. En particulier, ceux qui disposent d'un potager comme Olivier, Véronique et leur fille. Ça se retrouve dans nos légumes, dans nos fruits qu'on mange. Et quel impact ça a sur nous, ça, ils ne nous le diront pas, quoi. Ils se cacheront bien de te le dire. Et on ne saura jamais, ouais, j'ai l'impression. Ces boues rouges contiennent des métaux lourds comme de l'arsenic, du mercure ou de l'aluminium. Elles sont stockées ici depuis 2016. Avant, et pendant 50 ans, elles ont été déversées en Méditerranée via cette conduite. Le canyon de Cassidaigne, 30 km au large des Calanques de Cassis. Une fosse marine où l'on rejette des boues rouges depuis 49 ans. Un gros tuyau vomit 400 000 tonnes par an de déchets toxiques, arsenic, mercure... Pendant des années, ces rejets de boue rouge révoltent les écologistes et les pêcheurs locaux. De Gardanne. Au jour d'aujourd'hui, aux alentours du canyon de Cassidaigne, c'est même pas la peine d'aller pêcher des grondins, quoi. Les éléments nutritifs n'y sont plus et les poissons, ils ont quitté les lieux. Mais depuis 2 ans, les boues ne vont plus dans la mer. À la demande des pouvoirs publics, Alteo a dû revoir son procédé. Ces boues passent désormais dans un filtre. L'industriel a le droit de rejeter à la mer de l'arsenic, de l'aluminium et du fer. Les boues rouges, elles, sont désormais acheminées sur la colline de Bouc-Bel-Air. « 300 000 tonnes y sont déposées chaque année. De quoi inquiéter la population. C'est pas ça, le but c'est de trouver une solution. Ce jour-là, Jean-Claude Monet et une centaine d'habitants ont répondu à l'invitation du maire de Bouc-Bel-Air, Richard Maillet. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait aucun envol de poussière. Vous avez été pris. Le directeur industriel d'Alteo a accepté de répondre aux inquiétudes des habitants. La seule chose qui me préoccupe, c'est la santé de mes enfants. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion. Si c'est toxique pour les poissons, pourquoi ça n'est pas pour les hommes? Le dirigeant d'Alteo se veut rassurant. Il se base sur une étude qu'il a commandée. L'ensemble des caractérisations concluent à la non-dangerosité des résidus toxiques qui sont stockés sur le site de Gardanne. Laissez-moi terminer. Ce que ça veut dire non dangereux, ça veut dire que, en particulier, c'est non toxique. Mais de son côté, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a un avis moins rassurant. Les résultats ne permettent pas d'exclure un risque sanitaire. À la fin de la réunion, une journaliste de notre équipe souhaite avoir la réaction du directeur d'Alteo qui vient de quitter la salle. Non, mais... c'est noté. Non, vous me le coupez, là. Il refuse de nous répondre. Je regrette. À l'intérieur, nous retrouvons le sous-préfet. Il assistait aussi à la réunion. Face à notre journaliste, le représentant de l'État ne se montre pas inquiet, malgré l'étude de l'ANSES. Si j'avais le moindre doute sur l'impact en termes de santé publique des poussières sur l'environnement et de leurs dépôts, oui, vous, mais l'ANSES en a des doutes. Elle les met dans ses rapports. Non, pas du tout. Si elle dit qu'elle ne peut pas exclure. Voilà, mais lisez toutes les conclusions. Alors, par exemple, voilà, ne permettent pas d'exclure un risque sanitaire au niveau local. Voilà. Les données ne permettent pas d'exclure un risque sanitaire au niveau local. C'est la phase de conclusion du rapport. D'accord, mais vous ne pouvez pas aussi
Oui, vous ne pouvez pas discriminer. Vous ne pouvez pas discriminer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que l'entreprise, avec ses dépôts, est à l'origine d'une pollution massive qui ferait ensuite, en termes d'impact sanitaire, il faudrait la fermer. C'est à vous qu'on le demande. Le sous-préfet accorde le bénéfice du doute à Alteo. Il sait pourtant que l'industriel n'a pas toujours respecté les règles. Ainsi, l'envol massif de poussière du 8 avril aurait pu être évité. Le risque était connu. Il était même encadré par un arrêté préfectoral depuis 2016, affiché sur le site de stockage. Il oblige l'entreprise à prendre des mesures pour éviter les envols de poussière, comme l'arrosage ou la dépose d'une résine pour la fixer au sol. Mais lors du coup de vent du 8 avril, Alteo n'a pas pris les précautions nécessaires. Jean-Claude Monet peut en témoigner, il était sur place. Il n'y avait strictement rien, ni arrosage, ni rien, absolument, c'était comme ça. S'ils avaient respecté l'arrêté préfectoral, il aurait dû avoir au moins une partie des précautions qui auraient dû être prises. Il n'y avait rien. Les services de l'État l'ont confirmé quelques jours après l'événement. Les inspecteurs de l'environnement ont constaté que le système d'abattage des poussières n'était pas mis en œuvre pour réduire les envols pendant les périodes de vent fort. C'est un manquement aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016. Après cet épisode, l'État a mis en demeure Alteo. Nous avons filmé ces images en juin. On y voit un tracteur arroser le site. Cela suffira-t-il? Réponse au prochain coup de vent. Souvent, les riverains des sites industriels ne se sentent pas très soutenus dans leur combat contre la pollution. Ils ont l'impression d'avoir contre eux à la fois les industriels et les pouvoirs publics. C'est ce que j'ai pu constater à Lac, dans le sud-ouest. Là-bas, la santé des habitants est clairement impactée. Au cœur du Béarn, près de Pau, la région de Lac fut longtemps surnommée le Texas français. Tout a commencé dans les années 50 avec la découverte d'un gigantesque gisement de gaz. Une province de France, l'Aquitaine, est en passe d'être radicalement transformée par l'apparition de cette usine d'extraction de gaz naturel, la plus importante d'Europe. Le gisement de Lac va contribuer à l'indépendance énergétique de la France. Mais déjà, les agriculteurs se plaignent de la pollution. Ils s'inquiètent pour leur récolte. Et il faut que les usiniers empêchent cette pollution. Il ne faut plus de pollution dans la contrée. Le gaz sera exploité pendant 60 ans. Jusqu'en 2013, quand le gisement n'est plus rentable, Total, l'exploitant, cesse la production. Lac s'enflamme une dernière fois. L'usine de production de gaz commercial est à l'arrêt. Fermé. Fermé? Pas tout à fait. Le site va devenir une vaste zone d'usines chimiques. Le bassin de Lac compte aujourd'hui 4 plateformes industrielles. Parfois, elles sont implantées tout près des habitations, comme ici, séparées par une simple route. Ici, on sent une odeur extrêmement forte, une odeur un peu étrange, indéfinissable. Ça sent un peu les algues, ça sent quelque chose de très fort, presque écœurant, très difficile à supporter, même quand on passe en voiture. Parmi ces usines, une vingtaine sont classées Seveso parce qu'elles utilisent des substances dangereuses. Le site est sous haute surveillance. Impossible de le filmer avec notre drone. Il est en zone rouge, interdit de survol. Et notre caméra est très vite repérée. Là. Bonjour. C'est interdit de filmer. Ah bon? Oui, c'est interdit de filmer de la plateforme et les alentours de la plateforme. On va transmettre votre plaque à la gendarmerie. D'accord. Les agents de sécurité nous bloquent avec leurs 2 voitures. C'est un peu bizarre de nous bloquer comme ça, comme si vous étiez la police. Finalement, après quelques palabres, nous décidons de poursuivre notre tournage. Allez, bonne journée, bon courage. À quelques centaines de mètres de là, nous avons rendez-vous
avec Gilles Cassou. Comme d'autres riverains, il développe des symptômes inquiétants. Nous, on a toujours habité là, depuis plus de 50 ans. On n'avait pas ces problèmes avant et malheureusement, il y a certaines industries qui se sont installées qui rejettent des produits à l'atmosphère qui nous impactent. Ces problèmes de santé ont débuté il y a 5 ans. Ça commence par le nez qui se bouche instantanément, en quelques secondes, la gorge qui pique, la peau qui se met à brûler, les yeux qui piquent également. Et puis après, au bout de quelques dizaines de minutes, vous commencez à avoir des problèmes pour respirer, vous vous étouffez, donc la sensation, elle est extrêmement désagréable. Gilles Cassou consulte alors un pneumologue qui attribue ces crises aux émanations industrielles. Alors, il semble qu'on ait trouvé la cause de ces symptômes respiratoires, puisqu'il est en contact avec des irritants bronchiques non spécifiques majeurs, avec les usines environnant Lac. Depuis, pour soulager ces crises, Gilles prend un médicament destiné aux asthmatiques. Le médecin est très clair, ça soulage ponctuellement, mais ce n'est pas la solution. Et c'est quoi la solution? La solution, c'est d'arrêter de respirer des cochonneries qui sont dans l'air. Pour échapper à cette pollution, il lui est arrivé de recourir à une solution extrême. Fuir sa maison, quitte à dormir dans sa voiture, à plusieurs kilomètres des fumées. Voilà le genre d'endroit où je venais essayer de retrouver une respiration normale dans une entrée de sous-bois, mais très loin du site industriel. Donc je terminais la nuit dans la voiture, c'est pas très confortable, mais j'avais pas d'autre solution. Aujourd'hui, les émanations près de chez lui sont un peu moins fortes. Gilles dort mieux, mais ses problèmes respiratoires demeurent. Il s'inquiète pour sa santé. À 30 km de là, à Pau, nous retrouvons Cathy Soublesse. Elle est secrétaire médicale et membre d'une association locale de défense de l'environnement. Dans son combat contre la pollution, elle dit faire face à une omerta. Elle nous montre ses rapports d'inspection transmis par la préfecture. Il y a des zones noires où des données ne sont pas lisibles. Tout ce qui concerne la mesure de maîtrise des risques, ce qui n'est pas rien, voilà, c'est un grand carré noir. C'est compliqué de travailler avec ça. Des rapports caviardés, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais pour Cathy, il y a plus grave. En 2014, auditionnée par la Cour des comptes, son association apprend l'existence d'une étude sur la santé des riverains. Et là, le président de la Cour des comptes nous dit « Que pensez-vous de l'étude épidémiologique qui a été faite, qui est sortie en 2002 ?» On leur dit « Mais de quoi est-ce que vous nous parlez? Parce que nous, on demande des études épidémiologiques. Donc vous n'avez pas été au courant? Non, nous n'avons pas été informés de cette étude-là. Je ne vous dis pas la surprise, parce qu'on nous répondait que ce n'était pas possible, que c'était trop onéreux, etc. Cette étude avait donc été réalisée 12 ans plus tôt, sans que jamais les résultats ne soient transmis aux associations. Des résultats pourtant alarmants. La santé des personnes vivant près du site industriel ou y travaillant est clairement menacée. On observe chez les personnes âgées de moins de 65 ans une surmortalité par cancer de 39% pour la période 1991-1998. Pendant près de 20 ans, ce rapport n'a connu aucune suite. Mais aujourd'hui, une nouvelle étude épidémiologique a été lancée par l'État. J'en étais là de mon enquête sur place quand le 9 juillet dernier, un scandale éclate et ça a été un véritable choc pour les gens sur place. Dépakine, l'autre scandale, nous vous le révélons ce matin. L'usine qui fabrique le médicament accusée de pollution majeure. La Dépakine qui est déjà dans le viseur pour avoir provoqué des malformations chez des milliers d'enfants. La Dépakine, c'est ce médicament anti-épileptique très dangereux pour le fœtus, qui fit la une en 2015. Il est fabriqué par Sanofi dans cette usine du bassin de Lac. Le laboratoire fait à nouveau parler de lui, cette fois pour des rejets d'une substance toxique à des taux inouïs. Selon le site Mediapart qui publie une étude réalisée par la Direction régionale de l'environnement au printemps dernier, l'usine Sanofi de Mourinx aurait rejeté des vapeurs d'un solvant, le bromopropane, dans des proportions incontrôlées, 190 000 fois supérieures aux normes en vigueur. Un taux de bromopropane 190 000 fois supérieur aux normes. Un chiffre à peine croyable,
qui provient pourtant de Sanofi. Des inspecteurs de la préfecture avaient sommé l'usine de contrôler certains équipements. Au début, Cathy Soublès n'y croyait pas. Ce qui s'est passé, c'est que les chiffres étaient tellement énormes, vous n'en croyez pas vos yeux. Je veux dire, c'était trop. Donc là, on appelle les copains en disant je rêve, qu'est-ce qui se passe, je comprends mal, je ne sais plus convertir. Mais Cathy ne rêvait pas. Les chiffres astronomiques étaient bien réels. Allez, c'est parti. Non, il faut... Aujourd'hui, elle rencontre des journalistes. Bon, ça y est? Oui. On y est tous? Ce qui l'inquiète, ce sont les effets toxiques du bromopropane. Le bromopropane, c'est un produit qui peut atteindre le fœtus, qui peut provoquer un cancer et qui peut engendrer des problèmes d'infertilité. Ces militants sont aussi en colère car Sanofi a mis 5 mois pour communiquer ces informations. 5 mois se sont donc écoulés entre le moment où Sanofi a su qu'il dépassait de 190 000 fois les normes de rejet et le moment où il a transmis ces chiffres à la préfecture. Pendant ce temps-là, les rejets ont continué. 5 mois, ça a permis à l'industriel de présenter en même temps que ces chiffres une étude qui dit que ces rejets ne seraient pas dangereux pour la population. Mais ça n'a pas calmé les gens sur place. Ce 11 juillet, plusieurs dizaines de riverains sont venus demander des comptes à l'industriel, mais aussi à l'État. Vous venez, on va sur les marches. Ça nous inquiète énormément puisqu'on a lu qu'il pouvait y avoir des atteintes sur la santé des enfants, sur la santé des familles. On a été enceintes, nous, sur ce territoire et on se dit est-ce qu'il y a des affections pour nos enfants qui sont tout petits? Est-ce que on est vraiment très très inquiets. Pendant que les habitants manifestent, une commission de suivi de site se réunit. Cette instance rassemble élus locaux, représentants de l'État et industriels, dont des dirigeants de Sanofi. On nous autorise à filmer les premières minutes, mais interdiction de poser des questions. Il y a un point de presse qui est prévu après, à l'issue de cette session. Donc là, il faut qu'on arrête. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Merci. 2 heures plus tard, seul le préfet des Pyrénées-Atlantiques se présente devant la presse. Les représentants de Sanofi, eux, se sont éclipsés. Le préfet va faire une annonce inquiétante. S'agissant du bromopropane, il est absolument certain que les rejets datent de bien avant. Dès lors que cette unité a été mise en fonctionnement, les rejets ont eu lieu. Cette situation daterait de l'ouverture de l'usine il y a 40 ans. Si cela a pu durer aussi longtemps, c'est parce que ce sont les industriels qui se contrôlent eux-mêmes. Les contrôles de l'administration sont peu fréquents. Parce que le problème, c'est pas l'autocontrôle, en fait, c'est que finalement, c'est les industriels qui se contrôlent eux-mêmes. Donc finalement, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Enfin, la preuve, d'ailleurs. L'administration ne peut pas aller effectivement faire ce travail-là à la place des industriels. Aucune inspection ne peut aller faire le tour d'une installation industrielle complexe au moment d'une inspection. L'État n'a donc pas les moyens de faire respecter la réglementation. C'est tout? Eh bien, je vous remercie. Pas de quoi rassurer les manifestants, plus remontés que jamais contre Sanofi. Nous avons sollicité Sanofi à de multiples reprises pour une interview. Le laboratoire a décliné. Dans le bassin de Lac, les habitants ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes dans leur recherche de la vérité. À 500 km de là, à Fos-sur-Mer, près de l'étang de Berre, j'ai rencontré des citoyens et des élus. Ils ont lancé leurs propres études pour savoir ce qu'ils risquent vraiment face à la pollution. À Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, se trouve l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe. Ici, industrie chimique, usines et dépôts pétroliers font partie du paysage depuis 50 ans. 25 000 habitants vivent à proximité de la zone. Sur 10 000 hectares, on trouve 17 usines classées Seveso. Au centre du complexe trône l'immense site sidérurgique ArcelorMittal et ses épaisses fumées orangées. L'industriel a déjà été épinglé pour des rejets de benzène et de particules fines.
Un homme est parti en guerre contre la pollution. René Raymondy, le maire de Fos-sur-Mer. Au volant de sa voiture électrique, il nous emmène là où tout a commencé. On va arriver sur le fameux incinérateur de la communauté urbaine de Marseille. Mis en service en 2010, cet incinérateur brûle les ordures de Marseille et de ses environs. On nous l'a complètement imposé et le prétexte a été que ce n'était pas le peu de pollution supplémentaire que cet incinérateur allait produire qui allait être gênant dans un espace qui était déjà très largement pollué. Ça a été le déclencheur pour nous d'un combat. Le maire et les habitants ont le sentiment que personne ne les écoute, et surtout pas l'État. On a toujours eu l'impression qu'on nous cachait des choses. Pourquoi pas de cahier du cancer chez nous, alors qu'on le réclame depuis 2001? Pourquoi pas d'études sur, encore une fois, l'imprégnation des polluants chez les habitants? Donc on s'est mis en tête, nous politiques, de créer notre propre institut. Un institut scientifique au service de la population, financé par la mairie de Fos et d'autres collectivités locales. Créé en 2010, il est unique en France. L'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions mène ses propres recherches dans des domaines souvent délaissés par l'État. Son directeur, Philippe Chamaret, nous fait la démonstration. Il a fait installer sur ce toit un équipement pour mesurer le taux de particules dans l'air. L'air arrive par là et parcourt l'intégralité de ce tube en acier jusqu'aux analyseurs qui sont situés dans le local en dessous. Sur ce même toit, on trouve déjà un dispositif, celui d'Atmosud, l'organisme officiel. Il capte les particules fines, générées par l'industrie ou le trafic routier. Les analyses officielles sont rassurantes, en dessous des seuils limites. Mais pour l'Institut éco-citoyen, ce sont des particules bien plus petites qu'il faut chercher pour mesurer le risque réel. Le dispositif qu'on a mis en place en complément compte les particules ultra fines, qui sont des particules près de 100 fois plus petites. L'Institut a fait une découverte. Sur la zone, 80% des particules dans l'air sont des particules ultra fines. Et ce seraient les plus dangereuses pour la santé. À l'université d'Aix-Marseille, Sylvia Pietri mène une expérience unique au monde. Avec son équipe, elle expose des souris à l'air que respirent les habitants de Fos-sur-Mer. Plus la particule est fine, plus elle est dangereuse, pour la simple raison que plus elle est fine, plus elle va pouvoir rentrer profondément dans les poumons et atteindre différents organes. Chez les rongeurs, ces particules provoqueraient ainsi obésité et diabète. Donc nous sommes passés d'animaux normaux à des animaux diabétiques lorsque nous avons exposé pendant plusieurs mois ces animaux, seulement 1 heure par jour, à des particules ultra fines. Celle-ci favoriserait aussi les accidents cardiaques, avec des infarctus plus nombreux et plus graves. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, quand on mesurait les particules dans des endroits comme Fos-sur-Mer, on ne cherchait pas les bonnes particules? On ne cherchait pas les bonnes particules, exactement. On cherchait les particules de taille beaucoup plus importante, de l'ordre de 10 microns, de 5 microns. On ne cherchait pas celles qui étaient extrêmement petites, et d'ailleurs jusqu'alors très difficilement mesurables. Aujourd'hui, aucune réglementation n'oblige à rechercher ces particules ultra fines. À Fos, il existe une autre contamination qui n'est pas mesurée, celle des denrées alimentaires. Alors certains habitants, comme Daniel Moutet, ont pris les choses en main. Cet ancien docker est responsable d'une association de défense de l'environnement. Voilà notre fameuse étude, rapport de campagne d'analyse. Entre 2009 et 2015, il a fait analyser 7 produits alimentaires du golfe de Fos, comme la viande bovine, les œufs de poule ou les moules.
on voit beaucoup de plomb, on voit beaucoup de PCB, beaucoup de dioxines, métaux lourds, furane. Toute la panoplie de ce que rejettent nos industries. Regardez les œufs de poule, c'est énorme. Sur 4 échantillons analysés, 2 d'entre eux dépassaient le seuil réglementaire, soit 50% contre 2% dans le reste de la France. La poule, elle va picorer les vers, tout ça. Elle mange tout le dépôt depuis 40 ans sur la terre. On croit manger bio, on croit manger bien, mais les œufs élevés en plein air dans notre région, je ne le conseillerais pas. Idem pour la viande bovine, dont un quart des échantillons dépasse la limite réglementaire pour les dioxines et les PCB. Tout est au-dessus. Daniel Moutet a transmis ses résultats à plusieurs ministères ainsi qu'à la préfecture des Bouches-du-Rhône, sans suite à ce jour. Je veux que l'État fasse les mêmes analyses que moi j'ai fait, sur les mêmes produits. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne fait pas des analyses dans les endroits qui risquent. Pourquoi on ne sait pas la vérité là? Qu'ils la disent la vérité. La vérité sur la santé des riverains de la zone industrielle de Fos commence tout juste à émerger. En 2017, une étude a fait grand bruit. Et une fois de plus, ce ne sont pas les autorités qui l'ont lancée. C'est une chercheuse américaine, Barbara Allen, professeure à l'Université de Virginie. Pour cela, elle s'est associée avec des chercheurs français, dont Johanna Lys, docteur en sociologie. La caractéristique principale de cette étude, c'est qu'elle est participative du début à la fin. Ce sont les citoyens qui font la demande d'une étude. C'est-à-dire que sans les questions que les personnes se posent, on n'aurait jamais fait l'étude, nous. C'était la première fois que cette méthode, importée des États-Unis, était appliquée en France. On demande aux gens si un médecin leur a diagnostiqué une maladie, un cancer, une maladie respiratoire, etc. La méthodologie, c'était de taper à toutes les 5 portes de toutes les rues des villes de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis. Plus de 800 habitants de ces 2 villes, les plus proches de la zone industrielle, ont répondu. Les résultats sont inquiétants. Ainsi, 63% de la population serait touchée par une maladie chronique, contre 36% dans le reste de la France. Le taux de cancer serait 2 fois plus élevé, 11,8% contre 6%. Même chose pour le diabète, 12,9% contre 6% dans le reste de la France. Confronté à ces données alarmantes, l'État a fini par réagir. Il a annoncé de nouvelles mesures comme la mise en place d'un registre de certains cancers ou le renforcement des contrôles des industries. Plus de contrôle des usines, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les habitants de Fos-sur-Mer, mais ils attendent de voir. Il faut dire qu'il y a des industriels qui piétinent avec une facilité déconcertante les règles qu'on leur impose. C'est ce que j'ai découvert au Havre en enquêtant sur une affaire stupéfiante. Dans la zone industrielle du port du Havre, les cheminées de la centrale thermique EDF ou les tours de la raffinerie Total font partie du paysage. Plus discret, ces bâtiments ont abrité un énorme scandale. L'usine Citron. Citron pour Centre international de traitement et de recyclage d'ordures nocives. Une entreprise subventionnée par l'Europe et le Conseil régional. Elle a fermé en 2010. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Des gravats, des équipements délabrés et des résidus industriels. Pourtant, cette entreprise était présentée comme un modèle pour l'environnement. Les tubes néons, les ordinateurs, les piles, autant de produits qui peuvent finir leur vie ici, à l'usine Citron SA. Cette entreprise recycle des déchets industriels et on extrait des métaux lourds comme le mercure ou le zinc qui
qui sont ensuite revendus sous forme dépolluée à différentes industries. En 2007, Citron reçoit même le prix de l'innovation. Pour le plus grand bonheur de son dirigeant, le Suisse Michael Brugler. C'est une surprise, on n'a pas pensé qu'on va finalement recevoir un prix. C'est aussi une long chemin qu'on a fait avec tous nos employés et surtout aussi pour nos employés. Je suis très fier qu'on a reçu ce prix. Une entreprise innovante, un patron moderne. Voilà pour la version officielle. Mais c'est une toute autre histoire que racontent aujourd'hui les anciens salariés. Rémi Lacaille a travaillé pour Citron pendant 12 ans. Il en connaît tous les rouages et tous les secrets. Là, dans le bâtiment administratif, au premier étage, c'est le bureau de M. Brugler et du directeur financier. C'était quel genre de patron, M. Brugler? Il vous menaçait tout le temps, si vous n'êtes pas content, je vous vire, c'est mon fric, c'est mon usine, il faut faire du fric, avec ces mots-là à la bouche. La rentabilité à tout prix. Et d'après lui, pour atteindre son objectif, son ancien patron obligeait ses employés à prendre la nature pour une poubelle. Là, c'est un souterrain, ça recueillait les eaux de process quand il y avait des débordements et tout, ça allait dedans. Les eaux de process, ce sont les eaux utilisées pour le traitement des déchets. Le travail de Rémi, c'était de les dépolluer. Mais selon lui, l'ancien PDG voyait les choses autrement. Il y avait 3 souterrains, et quand ils étaient trop pleins, on nous disait de les vider. Donc on mettait des manches à incendie, et puis on vidait ça dans le réseau d'eau. Normalement, il doit y avoir une bouche quelque part, là. Ouais, il y en a une là. Donc on soulevait la grille, puis on mettait la manche, incendie, et on vidait dedans. De l'eau qui était polluée. Oh, ça se faisait quand? La nuit. Ça se faisait la nuit, évidemment, parce que le jour, la police du port aurait pu passer, ou les associations pour l'environnement, donc ils l'auraient vu. Ainsi, l'entreprise censée dépolluer polluait allègrement. Et plus elle traitait de déchets, plus elle polluait. Au cœur du procédé, il y avait cet énorme four à gaz. Voici comment il était censé fonctionner. Les déchets devaient être brûlés à 1200 degrés. Par un procédé complexe, il en ressortait d'une part des métaux lourds comme le plomb, le zinc ou le mercure, revendus à l'industrie. Et d'autre part, une matière brute dépolluée, les mâches-fer. Mais comme le raconte l'ancien salarié de Citron, ça ne se passait pas comme ça. Il fallait faire des économies, il ne fallait pas utiliser de gaz. Pour avoir une combustion, il faut mettre du gaz et mettre de l'air. Donc là, il ne voulait pas mettre de gaz, il voulait mettre que de l'air. Donc c'est pas possible. Sur ça, on n'arrive jamais à monter à 1200 degrés. Résultat, le procédé révolutionnaire ne dépolluait pas grand-chose. Et les piles ressortaient pratiquement intactes du four. On pouvait encore lire la marque de la pile dessus. Si on avait mis des petits morceaux de plastique bleu, il ressortait des petits morceaux de plastique bleu. Ils n'avaient pas été brûlés dans le four. Rémi explique aussi comment l'entreprise déjouait les contrôles de pollution de l'air. Et s'il y avait une visite, je sais pas moi, de l'inspection de la préfecture? On cachait tout. On chauffait le four, mais on ne mettait rien à l'intérieur. Donc, en fin de compte, les fumées qui passaient à la cheminée, c'était de la fumée, mais il ne risquait pas d'y avoir de métaux et tout à l'intérieur. Comme les autres salariés, Rémi n'ose pas s'opposer. D'après lui, le PDG avait instauré un climat de terreur, maniant l'insulte et les menaces de licenciement. Les conditions de travail se dégradent. À l'époque, au Havre, un médecin du travail, le docteur Bruno Deschamps, reçoit des salariés de Citron désemparés. C'est pas quand même banal de voir des gens qui n'ont pas peur d'aller au charbon et les voir s'effondrer en pleurs dans un bureau de consultation. Ils étaient démolis, quoi. Selon ce médecin, les salariés travaillaient dans des conditions difficiles. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit un employé à proximité d'un broyeur. Quand soudain, des bombes aérosols explosent. L'ouvrier en sortira indemne. On donnait aux salariés des masques à cartouches. Si on regardait la date de péremption des cartouches, c'était dépassé depuis longtemps.
Des gants, alors les gants, j'en parle pas, quoi. Si, malheureusement, au cours d'une phase de travail, on perçait le gant, c'était une engueulade assurée parce qu'on avait percé son gant au bout de 2 jours de travail. Vous aviez déjà vu une entreprise comme ça, ou celle-ci ? Non, je n'en ai pas vu d'autres où on se moquait aussi ouvertement des risques que l'on faisait prendre et aux salariés et à l'environnement. Non, j'ai jamais vu ça. Consterné par les pratiques de Citron, le médecin écrit un courrier d'alerte à la préfecture de Seine-Maritime en octobre 2010. Outre la mise en danger des salariés, il souligne l'absence de maîtrise du risque chimique dans l'entreprise et la très grande contamination du site par des déchets accumulés. Il ne recevra jamais de réponse. 10 jours plus tard, le 17 octobre 2010, un incendie ravage l'usine. Au petit matin, le feu n'était pas complètement maîtrisé. Au plus fort de l'incendie, 80 pompiers s'activaient sur les lieux. 2400 tonnes de déchets organiques constitués de carton et de plastique ont brûlé, dégageant d'épaisses fumées. L'enquête révèle de graves négligences, comme des équipements anti-incendie hors service. Il n'y a pas de victimes, mais l'entreprise ne s'en relèvera pas et sera liquidée quelques semaines plus tard. Nous sommes donc en 2010 et une enquête judiciaire est ouverte sur Citron suite à l'incendie. Les anciens salariés sont entendus par les gendarmes. Ils racontent les mauvaises pratiques. L'affaire éclate au grand jour. J'ai voulu savoir ce qu'ont fait pendant toutes ces années les services de l'État, censés contrôler les industriels et protéger la population. Nous avons rendez-vous à la préfecture avec Adrien Bresson, le chef du service risque à la direction de l'environnement, l'ADREAL. Il dirige 45 personnes chargées du contrôle des usines polluantes de Normandie. Ce qu'on a découvert, c'est que l'entreprise, pendant des années, elle trichait au contrôle, en fait. Même pendant les contrôles inopinés, on arrivait à retarder un petit peu les inspecteurs le temps que l'opératrice puisse changer la température du four pour tricher lors du contrôle. Disons que donc les constats il y avait quand même des constats qui étaient faits systématiquement de non-conformité. Après, il est clair que l'exploitant était de très mauvaise volonté et que lui-même, on sentait bien qu'il n'était pas du tout allant. Et quand on a ces situations-là, on sent qu'on n'a pas du tout un dialogue de confiance avec l'exploitant. D'accord, mais est-ce que vous étiez conscient, vous saviez qu'il trichait comme ça ? Ah ben non, on n'imaginait pas, bien heureusement. La préfecture n'imaginait pas, mais elle a pourtant constaté des dysfonctionnements. La preuve, elle a émis à l'encontre de Citron 13 arrêtés de mise en demeure et 7 procès-verbaux pour infraction à la réglementation sur le traitement et le stockage des déchets. L'entreprise a aussi été condamnée par le tribunal correctionnel du Havre en 2002, le tribunal d'instance du Havre en 2006 et le tribunal de police du Havre en 2007. Des condamnations à la chaîne, mais l'État n'a jamais retiré à Citron son autorisation d'exploiter. 8 années après la fermeture, des montagnes de déchets sont toujours sur le site. Ce sont les mâches-fer, ces résidus de la combustion des déchets dans le four. Comme ils n'ont pas entièrement brûlé, à cause des économies de gaz voulues par le PDG, ils sont toujours pollués. Annie Leroy et Pierre Delafay sont militants environnementaux au Havre. Pendant des années, ils ont dénoncé les agissements de l'entreprise. Pratiquement au bout d'1 an, ils étaient déjà en infraction. Ça fait longtemps qu'on se plaignait, qu'on signalait tout ce qui n'allait pas. Et donc, ça continuait toujours. Aujourd'hui, ils ne peuvent que constater les dégâts. Donc les arbres qui meurent, donc ça c'est une catastrophe. Une terre polluée par les mâches-fer, l'ancienne professeure de chimie n'en doute pas. En tant que chimiste, on appelle ça du cochonate de salopium, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pollué, qui doit être à un pH tel que rien ne pousse. Tout ces tas de mâches-fer, là, au total, ça fait 110 000 tonnes. 110 000 tonnes de mâches-fer polluées dont on ne sait absolument pas quoi faire. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les laisse sur place? 110 000 tonnes de déchets qui inquiètent les militants associatifs.
Mais à la préfecture de Normandie, on se veut rassurant. Alors donc ces mâches-fer effectivement ont été analysées, donc on a montré que c'était des déchets dangereux, mais ils n'ont pas d'impact sur l'environnement. Si les arbres meurent, c'est que ça a un impact sur l'environnement. Alors après, si aucune végétation ne pousse, c'est que ça a un impact sur l'environnement. Le but c'est de vérifier les impacts sur l'environnement extérieur et ils ne sont pas constatés. Donc si jamais on constatait effectivement qu'il y avait une pollution ou des problèmes dans les analyses des eaux souterraines, à ce moment-là, effectivement, il faudrait qu'on fasse des analyses complémentaires pour voir ça. Aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude à avoir dans le sens où on voit que ce n'est pas le cas, quoi. Il n'y a pas de pollution. Et comme selon la préfecture, ce n'est pas dangereux, les 110 000 tonnes de déchets vont rester sur place. La solution qui a été choisie, c'est plutôt de laisser les mâches-fer sur site. On va les regrouper et on va mettre une couverture autour. A priori, c'est soit de l'argile, enfin on va dire des couvertures qui doivent être étanches et avoir certaines caractéristiques qui permettent notamment qu'il n'y ait pas de pénétration des eaux dans ces déchets. Coût estimé de l'opération prévue en 2019, 2 millions d'euros, prise en charge par le port du Havre, propriétaire du terrain. Un coût qui s'ajoutera aux 10 millions d'euros déjà dépensés par l'État pour évacuer les déchets les plus dangereux du site. L'affaire Citron, un fiasco financier, environnemental et humain. Aujourd'hui, beaucoup demandent des comptes. Au palais de justice de Rouen, le 28 juin dernier, une quarantaine d'anciens salariés de Citron poursuit leur ancien patron. En gros, Citron, c'était Germinal. On travaillait avec peu de moyens, avec énormément de volonté. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a travaillé aussi avec une mise en danger tous les jours, au quotidien. En 2016, le PDG, Michael Brugler, a été condamné à 3 ans de prison ferme pour mise en danger d'autrui, dépôt illégal de déchets dangereux, faux en écriture. Il a écopé d'1 million d'euros de dommages et intérêts avec l'un de ses directeurs. Ils ont fait appel. Mais l'audience prévue aujourd'hui va tourner court. Un avocat est indisponible, elle est reportée. Une nouvelle déception pour les salariés, dont beaucoup vivent toujours dans l'angoisse. Si demain on développe des pathologies lourdes avec des cancers du rein, des cancers du sang ou des cancers du foie, je ne pense pas que n'importe quel chèque pourra redonner réparation de ça. Le procès en appel sera jugé en 2019. En attendant, Michael Brugler est reparti chez lui, en Suisse. Il s'est recyclé dans les montres. Il a fondé une marque à son nom en 2014. Nous l'avons joint au téléphone. Allô, c'est Michael Brugler à l'appareil. Oui, bonjour monsieur, je travaille sur l'affaire Citron. Voilà, monsieur, dans un cas juridique qui est en cours, je peux rien dire. Hein. Parce qu'on parle de pollution atmosphérique, de pollution de l'eau, de triche au contrôle. Monsieur, moi je dois approcher, ok ? Je vous souhaite une très bonne soirée. On ne connaîtra jamais l'ampleur réelle de la pollution générée par Citron. Une chose est sûre, les contrôles de l'État n'ont rien empêché. Notre pays se fait d'ailleurs régulièrement rappeler à l'ordre par la Commission européenne. En mai dernier, elle annonçait le renvoi de la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des normes de qualité de l'air.